Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Pour la première fois depuis que je fais ce podcast, je sors du Québec pour vous amener cette fois dans la ville de Winnipeg, au Manitoba. En 2008, lorsque ce drame que je m'apprête à vous raconter est arrivé, j'ai été plus que choquée. Je me souviens même que cette histoire m'était restée dans la tête pendant des mois et des mois. Un drame des plus horribles qui sortait complètement de l'entendement. Évidemment, mes amis qui me voient tous les jours me balader avec mon laptop sous le bras, toujours en train de corriger et d'avancer mes textes, m'ont demandé de quoi parlerait mon histoire cette fois-ci. Eh bien, c'est là que je suis tombée des nues. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait à peu près que moi à se rappeler cet horrible drame. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, de votre côté, vous connaissiez déjà cette histoire. Je suis curieuse. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Vince Wigwam Lee. Avant de commencer, pour des raisons évidentes et surtout pour ne pas vous faire trop saigner des oreilles durant cet épisode, j'appellerai le protagoniste de cette histoire tout simplement Vince Lee plutôt que Vince Wigwam Lee. Trop de risques que je bafouille à chaque fois que je prononcerai son nom. Anyway, ça ne ferait pas sérieux. Maintenant, sans plus tarder, voyons ça ensemble. C'est en 1992 que Vince Lee va obtenir un baccalauréat en informatique à l'Institut de technologie de Wuhan. Si le nom de cette ville vous sonne une cloche, c'est sans doute parce que c'est justement dans cette cité du centre de la Chine qu'a émergé le virus de la pandémie. Mais aucun rapport avec cette histoire. Continuons. De 1994 à 1998, cet homme va travailler dans la ville de Pékin en tant qu'ingénieur en logiciel informatique. Ce sera ensuite le 11 juin 2001 que Vince Lee, un homme maintenant rendu à la fin trentaine, immigrera tout juste de sa Chine natale avec son épouse Anna pour venir s'installer dans la ville de Winnipeg, la capitale de la province canadienne du Manitoba. Lui et sa femme Anna deviendront ensuite officiellement citoyens canadiens le 7 novembre 2006. Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à cette époque, beaucoup d'églises faisaient ce qu'elles pouvaient pour aider les nouveaux arrivants dans leur nouvelle vie. C'est donc grâce à l'église Grant Memorial de la ville de Winnipeg que Vince Lee va commencer à travailler en tant que gardien. Tout se passera très bien pour lui et jamais il ne montrera de signes de colère ou bien de troubles émotifs quelconques. Bien sûr, nous verrons plus loin pourquoi je vous parle de ça en particulier. D'ailleurs, plus tard dans les faits, le pasteur de cette église dira que cet homme semblait pourtant heureux d'avoir cet emploi et paraissait déterminé à faire du bon travail. Bien évidemment, les responsables des recrutements avaient bien vérifié son passé avant de l'embaucher. Ils avaient entre autres discuté avec les gens que Vince Lee avait notés à titre de référence personnelle sur son CV et avaient aussi vérifié son dossier criminel. Tout était parfaitement normal de ce côté-là aussi. En fin de compte, malgré un bac en informatique, Vince Lee restera à cet emploi un peu plus de 5 ans. Il quittera ensuite son travail au printemps 2005 car il avait pris la décision de déménager à Edmonton, en Alberta. Une fois là-bas, il travaillera tout d'abord dans un McDonald's en tant que superviseur et ensuite en tant que camelot pour la livraison de journaux dans la ville albertaine, entre autres. Les futurs patrons qu'il aura le décriront eux aussi comme un homme fiable, bon travailleur et ne montrant aucun signe de troubles mentaux. Cependant, les choses commenceront bientôt à changer. En effet, même si l'histoire ne dit pas combien de temps Vince Lee est resté à ce dernier emploi, il demandera alors un congé à son employeur. En fait, il voulait retourner à Winnipeg dans le but de passer une entrevue pour un autre job. Enfin, c'est ce qu'on croit à ce moment-ci du récit. On ne sait pas non plus pourquoi, mais Lee mentira à son épouse en lui disant qu'il partait plutôt pour une urgence familiale. Une fois ce congé accepté par son patron, il effectuera une dernière livraison de journaux comme d'habitude, puis disparaîtra. Son épouse, Anna Lee,
ne se posera pas plus de questions que ça, et ce, même si son mari lui avait écrit une note avant de partir. Il lui avait écrit « Je suis parti, ne me cherche pas ». Bizarre. Son époux avait l'habitude de s'absenter de son travail pendant parfois plusieurs jours afin d'effectuer de longs trajets en autobus et parfois même à pied, apparemment sans raison particulière. Enfin, de ce que nous en savons à ce moment-ci de l'histoire, bien sûr. Ce sera ensuite 2 jours plus tard, dans un autocar de la compagnie Greyhound, près de la ville Portage-la Prairie, au Manitoba, qu'on aura de nouveau de ces nouvelles. Mais malheureusement, elles ne seront pas bonnes du tout. La tragédie. Avant de vous raconter le drame horrible qui est arrivé, j'aimerais faire une petite mise en garde pour celles et ceux qui ont le cœur sensible. Ce n'est pas seulement par le geste que cet homme va poser que cette histoire fait peur, mais également par le fait que ce genre d'événement pourrait nous arriver à nous aussi. Le destin est parfois si bizarre. Et maintenant, place à l'horreur. Timothy Richard McLean, 22 ans, bonimenteur de carnaval de métier, sera un des passagers à effectuer ce même voyage que Vince Lee. Il entrera dans l'autocar et ira s'asseoir à l'arrière, une rangée juste devant les toilettes. Il rentrait chez lui rejoindre sa petite famille après avoir passé un bon 3 semaines à travailler dans une fête foraine. En fait, je devrais plutôt dire sa future nouvelle famille, car Timothy et sa conjointe attendaient alors leur premier enfant. En vérité, Colleen Yestro, la maman de leur futur enfant, et Timothy se connaissaient depuis qu'ils étaient à l'école primaire. Des années plus tard, en fait quelques mois seulement avant que Tim ne monte à bord de cet autocar, ils s'étaient revus et la flamme s'était ravivée entre eux. Ils avaient alors eu une brève relation amoureuse après que Colleen se soit brouillée avec son mari. C'est à ce moment-là qu'elle serait tombée enceinte. Cette dernière, âgée de 30 ans, avait déjà 2 enfants de son précédent mariage. Lorsque Timothy a appris que sa nouvelle petite amie était enceinte, il lui a tout de suite demandé de se faire avorter. Colleen aurait bel et bien pris un rendez-vous pour le faire, mais ne s'y est finalement jamais présentée. Enfin bon, cette partie de l'histoire ne nous regarde pas du tout non plus. Je continue. L'autobus Greyhound 1170 se mettra en route à destination de Winnipeg via l'autoroute Yellowhead et tout se passera très bien. Pour l'instant. Aux alentours de 18h55, le bus fera un premier arrêt à Erickson, au Manitoba, pour y embarquer d'autres passagers, dont Vince Lee fera partie. Avant de monter dans ce car, Lee aurait fait un arrêt dans une communauté rurale du Manitoba où il aurait alors vendu, ou bien brûlé, on ne sait pas trop, la plupart de ses possessions. De plus en plus bizarre. Les voyageurs qui étaient déjà dans le bus décriront plus tard cet homme comme étant de grande taille, avec les cheveux rasés et lunettes de soleil sur les yeux. Ils l'auraient également trouvé agité et quelque peu confus. Vince Lee va tout d'abord s'installer sur un siège se trouvant à l'avant du véhicule, mais changera de place à la prochaine halte qu'effectuera cet autocar et ira plutôt s'installer à l'arrière, pas très loin de Timothy McLean, justement. Pour ce qui est de Timothy, il remarquera à peine la présence de son nouveau voisin et s'endormira assez rapidement, la tête posée contre la vitre, une paire d'écouteurs vissés sur les oreilles. Le bus va ensuite reprendre sa route. Quelques instants plus tard, pour aucune espèce de raison, Lee va se lever de son siège, va sortir un long couteau d'on ne sait où et va directement poignarder Timothy, qui dormait d'ailleurs paisiblement, à au moins 40 reprises au cou et à la poitrine. Bien sûr,
Timothy se réveillera instantanément et tentera de fuir, mais en vain. Aussitôt que le chauffeur va comprendre que quelque chose de grave était en train de se produire dans son bus, il va rapidement se ranger sur le bas-côté et fera sortir tous les autres passagers avec lui. Complètement paniqués, les voyageurs, sans se faire prier, vont évidemment sortir précipitamment du véhicule. Dans l'entrefaite, un camionneur va s'arrêter pour leur venir en aide. Ce conducteur de poids lourd aura la brillante idée, avec l'aide d'un autre passager, de barricader le forcené à l'intérieur de l'autocar en bloquant les portes pour qu'il ne puisse pas s'échapper. D'ailleurs, ensuite, ce camionneur, aidé de 2 autres passagers, va essayer de sauver ce pauvre Tim, mais Vince Lee va immédiatement les repousser en essayant de leur asséner un coup de couteau à travers les fenêtres de l'autobus. Mais si vous pensez que Lee en avait terminé avec ce pauvre Timothy pendant que les autres passagers se sauvaient, vous vous trompez. Il était maintenant occupé à autre chose. Effectivement, car quelques minutes, ou bien quelques secondes plus tard, on ne sait pas trop, Lee va maintenant s'atteler à décapiter sa victime. Tout ça sous le regard horrifié des 35 passagers se trouvant maintenant à l'extérieur. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux pleuraient et même vomissaient en réponse aux événements traumatisants qui se déroulaient live devant leurs yeux. Mais ce n'est pas tout. Une fois sa besogne terminée, Lee soulèvera la tête de Timothy par les cheveux et l'exhibera fièrement à tous ceux qui étaient maintenant rendus au dehors du véhicule. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. Cet homme malade va ensuite couper d'autres parties du corps du cadavre de Timothy pour ensuite manger des bouts de sa dépouille. My God, je trouve ça tellement effrayant. En fait, lors du procès qui aura lieu quelques mois plus tard, la procureure de la Couronne va parler d'un rapport de police qu'elle avait reçu. Il s'agissait de nouveaux détails troublants de ce que les policiers avaient trouvé sur Vince Lee en le fouillant avant de procéder à son arrestation. Lors de cette fouille corporelle, ils ont trouvé un sac plastique dissimulé au fond d'une de ses poches et qui contenait, tenez-vous bien, une oreille, un nez et une partie de bouche. Selon plusieurs témoignages qui seront recueillis plus tard, cet accusé aurait donc vraiment découpé des parties du corps de sa victime et semblait les manger. Quelle vision d'horreur ça a dû être pour eux. Et comment diable ce meurtrier a-t-il fait pour effectuer ce carnage aussi rapidement? On apprendra également que, la nuit de cette sauvage agression, la seule réplique que les agents de police ont réussi à lui soutirer fut, et je le cite, « Je dois rester à bord de l'autobus pour toujours. » Weird. Pour faire court au sujet de son arrestation, il faut savoir que ça aura tout de même pris 5 heures aux policiers pour réussir à enfin l'arrêter. En fait, la GRC est arrivée sur les lieux avec des négociateurs spéciaux et une unité tactique lourdement armée. Pas de niaisage ici. Mais pendant leur négociation, Lee va tenter de s'échapper de l'autocar en brisant une des fenêtres. Il sera immédiatement taisé par les policiers et heureusement, enfin arrêté. Est-ce que ce meurtrier avait une raison particulière d'attaquer cet homme sans histoire? Et pourquoi a-t-il menti à sa femme à propos de ce déplacement? C'est ce que nous saurons plus tard lors du procès qui se tiendra au palais de justice de Winnipeg. Enfin, pour l'instant, à ce moment-ci de la situation, personne n'était encore en mesure d'expliquer les circonstances exactes qui avaient poussé cet homme à agir avec une telle violence. Un peu plus tard, un des employeurs de Vince Lee, celui de la livraison des journaux, donc celui qui lui avait accordé son congé, viendra dire que cet homme qui l'avait embauché était pourtant un homme très ponctuel, toujours bien habillé et toujours gentil et poli avec tout le monde. Il rappellera également que Lee lui avait demandé un congé 2 semaines plus tôt, en lui expliquant qu'il devait aller à Winnipeg pour un entretien d'embauche. D'ailleurs, peu de temps avant le drame, comme cet ancien employeur n'avait toujours pas de nouvelles de Vince, il avait alors pris l'initiative d'appeler son épouse pour en savoir plus.
Je crois qu'il s'inquiétait vraiment. Cependant, cette dernière lui dira qu'elle n'arrivait pas à le joindre non plus. Elle restait toutefois persuadée qu'il était trop affairé avec l'urgence familiale dont il lui avait dit être allé s'occuper. À la suite de ce drame qui fera le tour du monde, ce même ancien patron dira en entrevue avoir été complètement bouleversé d'apprendre que son employé modèle avait été accusé de cette attaque à faire froid dans le dos. Pourtant, Vince Lee se situait parmi ses camelots les plus fiables. Lorsque le drame est survenu, il y a malheureusement eu quelques ratés. En effet, car l'enregistrement radio à l'interne de la Gendarmerie royale du Canada à propos d'un homme tué et poignardé à bord d'un autobus de la compagnie Greyhound au Manitoba va se retrouver, on ne sait pas trop comment, sur Internet et sera écouté par des milliers de personnes. Sur cet enregistrement détaillé, on pouvait y entendre un officier de la GRC décrire le suspect et mentionner qu'il était armé d'un couteau et d'une paire de ciseaux. Cet enregistrement d'un peu plus d'1 minute a donc été accidentellement mis en ligne sur plusieurs sites, dont YouTube, et sera tout de même entendu près de 9300 fois avant d'être supprimé d'Internet. Quand même. À la suite de cette erreur, un communiqué de presse sera envoyé aux médias précisant que la GRC n'avait aucunement autorisé cette transmission. Un des agents mentionnera qu'il s'agissait de communication d'opération de la police et donc, bien sûr, aucunement destinée au public. Quoi qu'il en soit, et heureusement, les secours arriveront rapidement sur place. Ils confirmeront uniquement que Tim McLean avait été poignardé, mais ne divulgueront pas plus de détails que ça. Ce qui est peut-être mieux ainsi après tout. À la suite de cette arrestation, les personnes responsables étaient maintenant en mesure de récupérer la dépouille de Timothy. Enfin, je devrais plutôt dire ici qu'ils ont pu récupérer plusieurs parties de son corps, car ils n'ont malheureusement pas réussi à retrouver ni son cœur, ni ses yeux. Ces parties manquantes ont sans doute été mangées par Vince Lee. C'est complètement irréel. Mais cessons un peu de parler de cet homme et parlons maintenant de Tim McLean, la victime. Quelque temps après le drame, la famille et les amis de Timothy vont s'adresser aux médias. William Caron, un de ses amis d'enfance, dira que Tim n'aurait jamais fait de mal à personne, en ajoutant que son ami ne s'était même jamais battu de sa vie. Une autre de ses amies dira quant à elle que Tim avait toujours mené une vie très calme. Elle dira aussi qu'il préférait surtout jouer aux cartes et aux jeux de société risques. En fait, sur sa page MySpace, pour ceux qui se rappellent ce site web, cet homme sans aucune malice, membre de la Première Nation Pesguy et qui aspirait à devenir mécanicien un jour, se décrivait lui-même comme un jeune garçon adorant jouer aux vidéos et passer du bon temps en général. Évidemment, ce qui venait d'arriver ne faisait absolument aucun sens pour tous ses proches. D'ailleurs, 2 jours après ce drame, ses amis ne comprenaient toujours pas. Ils se demandaient surtout comment un être aussi doux que Timothy avait pu être attaqué aussi sauvagement. Selon eux, rien ni personne ne pouvait le faire sortir de ses gonds ou l'amener à faire du mal. Pour eux, Tim était et restera toujours un garçon étonnant avec une belle personnalité. Un de ses nombreux amis se rappellera la fois où lui et Tim étaient allés ensemble se faire tatouer pour la première fois. Le tatouage que Tim avait alors choisi était un Joker. Un thème qu'il allait d'ailleurs exploiter sur sa page web MySpace sous le nom de Joka Wild. Lorsque la famille proche de Tim McLean s'adressera pour la première fois aux médias, ce sera donc pour se remémorer un garçon chaleureux dont le rire était contagieux. Un rire qui, paraît-il, pouvait s'entendre à des kilomètres. Plusieurs d'entre eux se sont alors rappelés à quel point cet homme était un charmeur au cœur léger qui aimait vraiment rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, Tim voyageait régulièrement d'une ville à l'autre en travaillant dans des fêtes foraines. Il faut aussi savoir qu'à la suite de cet horrible drame, dans les heures suivant l'annonce de son décès, une page Facebook avait rapidement été créée, s'intitulant tout simplement « RIP Tim ».
Les gens du monde entier pouvaient maintenant envoyer des messages de sympathie à sa famille et à ses amis. D'ailleurs, plus d'1 millier de personnes lui écriront un petit mot. En gros, les gens n'arrivaient pas du tout à croire qu'une telle chose ait pu arriver. Pour ce qui est de sa famille et de ses amis proches, ils étaient tous absolument choqués qu'une telle horreur soit arrivée à cet homme, qui pour eux était le gars le plus sympathique du monde et qui ne méritait vraiment pas de mourir de cette façon. Qu'il mériterait d'ailleurs. Une autre personne de son entourage dira, et je la cite, « Je n'ai jamais été plus horrifiée par une nouvelle de toute ma vie. J'en ai le cœur brisé. Pas seulement pour lui, mais aussi pour sa famille qui a dû entendre tous ces horribles détails. » Effectivement. Il seront plus de 600 personnes à venir saluer sa mémoire lors de ses funérailles qui auront lieu dans une église de Winnipeg. La maman de Timothy avait bien sûr demandé aux médias de respecter le deuil de la famille. La comparution. Ce sera le visage couvert d'ecchymoses, vêtu d'un chandail à manches courtes gris et d'une veste de prison, mais aussi avec une main blessée enveloppée dans un bandage et les jambes enchaînées, que cet accusé se présentera, tête baissée, pour sa comparution. Il ne prononcera aucun mot, ni quand le juge lui demandera s'il avait un avocat, ni quand il lui demandera s'il voulait se prévaloir de son droit de garder le silence. Enfin, pas tout à fait. Il fera quand même signe que oui de la tête pour manifester qu'il comprenait bien la gravité des accusations qui étaient portées contre lui. D'ailleurs, lorsque cette dernière question lui sera posée, il dira à voix basse, et je le cite, « S'il vous plaît, tuez-moi. » Lors de cette comparution, la couronne demandera que cet homme soit évalué en psychiatrie, mais le juge va plutôt préférer qu'il consulte d'abord un avocat. Ce sera ensuite quelques semaines plus tard que le juge ordonnera enfin son évaluation psychiatrique. Avant que les résultats finaux concernant cette évaluation n'arrivent, nous apprendrons par la presse locale que des gens connaissant bien Lee avaient déclaré que cet homme avait déjà manifesté des signes de troubles mentaux, mais qu'il avait à ce moment-là refusé de se faire soigner. Misère. Nous serons aussi mis au courant que son ex-épouse, oups, désolée de vous l'annoncer comme ça, mais il n'était mentionné nulle part qu'ils étaient maintenant séparés. Bref, qu'entre-temps, elle avait déclaré que 4 jours avant cette attaque, Lee avait encore été hospitalisé. Malheureusement, je n'en sais pas plus à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que lorsque le psychiatre a commencé à l'évaluer, Lee lui aurait révélé avoir déjà été arrêté par des policiers en 2004, alors qu'il marchait sur une autoroute ontarienne en pensant suivre le soleil, après s'être départi de tous ses avoirs. On se rappelle que Lee partait régulièrement à travers le pays, parfois en bus, mais souvent à pied. En réalité, Annalie avait confié au Toronto Star que son mari disparaissait effectivement souvent de la maison, et ce parfois pendant des jours. Sans doute en préparation de sa mission présumée, Vince Lee suivait en fait les instructions de la voix qui se trouvait dans sa tête et qui lui disait de voyager à travers le pays. Il disparaissait donc de chez lui pendant des jours en divaguant. Il était convaincu d'être constamment en danger face aux infiltrés extraterrestres et à cause de ça, il commencera alors à traîner un couteau sur lui pour se protéger. Enfin bref, lorsque Lee a été arrêté en 2004 sur cette autoroute ontarienne, il a, encore une fois, été hospitalisé. Ses proches auraient dit à cette époque qu'il refusait malheureusement d'être suivi par des médecins. Finalement, il sera décidé que cet homme était apte à subir son procès. Enfin presque. Parce que, en réalité, bien que l'évaluation psychiatrique de Lee ne soit pas tout à fait terminée, ses avocats vont assurer à la Cour provinciale du Manitoba que leur client était tout de même prêt et apte à subir son procès. En fait, s'il est jugé coupable, l'examen psychiatrique final de Lee devrait permettre d'évaluer son degré de responsabilité dans cette sordide affaire. Ce prévenu, sans aucun antécédent judiciaire, sera alors accusé de meurtre au 2e degré.
Décrit comme un homme apparemment paisible et bon travailleur, ce meurtrier se présentera enfin devant le plus haut tribunal de première instance de la province du Manitoba pour y être jugé. Ce procès qui commencera ne durera que 3 jours et pour des raisons de sécurité, il se tiendra à Winnipeg plutôt qu'à Portage-la-Prairie, là où le drame s'est produit. En vrai, c'était mieux ainsi, car l'accusé avait reçu de sérieuses menaces de mort quelque temps avant. Le procès. Dès le début des audiences, nous apprendrons que Vince Lee plaidera non coupable à l'accusation qui pesait sur lui, soit celle de meurtre au second degré. Ce sera donc sous haute surveillance et devant une foule de journalistes et de membres de la famille de la victime que s'ouvrira ce procès tant attendu. Ce procès en particulier sera différent des autres car il fut impossible de composer un jury impartial pour juger cet homme. Du coup, ce sera donc au juge de se prononcer seul à propos de cette horrible histoire. Selon l'exposé des faits qui seront présentés au premier jour, il sera mentionné, par les agents de police qui l'ont arrêté, que Lee les aurait suppliés de mettre fin à ses jours. Ensuite, par l'entremise du psychiatre qui représentait le ministère public, nous en apprendrons un peu plus sur les raisons qui ont poussé cet accusé à commettre ces Nous en apprendrons un peu plus sur les raisons qui ont poussé cet accusé à commettre ces gestes aussi cruels. Il viendra affirmer que Vince Lee croyait alors agir contre les forces du mal sur l'ordre de Dieu. Il était donc clair pour lui que cet homme souffrait de schizophrénie et qu'il venait de vivre un important épisode psychotique lié à cette maladie. Il continuera son témoignage en expliquant que Lee avait des hallucinations auditives et qu'il croyait entendre Dieu lui donner des instructions. Son patient aurait alors cru que Timothy McLean était un représentant des forces du mal et qu'il devait absolument le tuer rapidement. S'il ne le faisait pas, ce serait lui que Dieu tuerait. Bref, que Tim était carrément le diable et qu'il devait absolument l'exécuter avant que ce dernier ne le tue s'il n'agissait pas sans tarder. En vrai, si Vince Lee s'est acharné de façon aussi horrible sur Tim, c'est qu'il était persuadé que son voisin de siège était doté de pouvoirs surnaturels et qu'il avait la capacité de ressusciter. Une fois sa mission accomplie, l'accusé va alors penser qu'il devait maintenant profaner son corps afin d'éviter que sa jeune victime ne revienne à la vie et ne s'attaque à lui par la suite. Ça n'allait alors plus du tout dans sa tête. Bien évidemment, la défense va plaider la maladie mentale pour que son client soit reconnu non criminellement responsable. Cette façon de faire prévoit habituellement un traitement médical pour l'accusé et peut aussi parfois permettre sa libération s'il est jugé guéri au terme du traitement qui lui aura été prescrit. Si le magistrat censé rendre son verdict adhère à cet argument, Lee pourrait recevoir ses traitements dans un établissement psychiatrique au lieu d'être envoyé en prison. En fait, le verdict tombera assez rapidement puisque les témoins de la couronne, ainsi que ceux de la défense, vont tous confirmer que cet homme était bien atteint d'une maladie mentale au moment du crime. Le verdict. De toute évidence, et sans grande surprise pour personne, Vince Lee sera effectivement reconnu non criminellement responsable du meurtre de Tim McLean. Cette décision lui évitera donc la prison et bien sûr, il sera interné dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné. Est-ce que la famille de la victime va bien accepter cette décision que le juge venait de prendre? En réalité, même si elle s'attendait quand même à ce verdict, la famille de Timothy sera tout de même amèrement déçue. La maman de Tim réclamera des changements dans la loi pour que les personnes reconnues non criminellement responsables de meurtre écopent tout de même de peines d'incarcération à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pourquoi pas? En fait, lors de son verdict, le magistrat avait quand même laissé entendre à la famille que Lee resterait interné vraisemblablement pour le reste de ses jours, compte tenu de la violence et de l'horreur des gestes posés, et du fait que son médecin psychiatre avait indiqué que cet homme de 40 ans
serait à haut risque de rechute s'il devait arrêter de prendre ses médicaments. Mais nous verrons très bientôt que ce ne fut pas le cas. On connaît maintenant la chanson. Son cas sera revu 90 jours plus tard par le Bureau de révision du Code criminel. Les commissaires auront alors 3 options à étudier concernant ce meurtrier. Soit rester en internement en hôpital psychiatrique, ou bien avoir une libération conditionnelle avec suivi médical à l'externe, ou encore carrément sa remise en liberté. Lorsque Lee se présentera devant les commissaires, il sera bien sûr accompagné de son psychiatre. Ce dernier recommandera d'ailleurs à la commission d'examen du Manitoba que son patient puisse avoir accès à des sorties accompagnées à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique où il se trouvait depuis son arrestation. Il expliquera au commissaire que Lee aimerait notamment pouvoir aller à la plage et se balader dans la ville de Winnipeg. Il terminera sa demande en indiquant aux personnes présentes dans la salle qu'il ne craignait pas du tout que son patient tente de s'échapper durant ses sorties. Selon lui, Vince Lee coopérait bien aux rencontres qu'il avait avec lui et s'investissait bien dans son traitement. Son patient comprenait maintenant l'importance de prendre ses médicaments correctement. Les sorties supervisées lui seront donc acceptées. Lee pouvait maintenant aller se balader dans les rues de Winnipeg ou bien aller barboter à la plage en étant accompagné par un membre du personnel de l'aile psychiatrique du Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Cependant, lors d'une autre comparution devant ces mêmes commissaires, sans doute 90 autres jours plus tard, il fut cette fois demandé par le psychiatre de Lee que son patient puisse être transféré dans une aile déverrouillée du centre de santé mentale où il se trouvait déjà et qu'il puisse aussi bénéficier de sorties, mais non supervisées cette fois. Selon lui, son patient ne souffrait plus de délire ni d'idées paranoïdes. Comme la couronne ne s'y opposait pas et que Lee présentait un faible risque de récidive, en plus du fait qu'il s'entendait bien avec le personnel et les autres patients, ce droit lui a donc été accordé. À la bonne heure. Vince Lee pouvait désormais sortir sans supervision de l'établissement où il était interné durant 30 minutes par jour, pas plus. Ce qui est mieux que rien. Bien évidemment, la maman de Timothy, qui assistait à cette audience, n'était pas du tout contente de cette décision. Elle dira d'ailleurs, et je la cite, « Le cœur du problème est qu'au Canada, il n'y a pas de mécanisme pour obliger les gens comme lui à continuer leur traitement une fois libérés. » Elle continuera en disant, « Je veux que Vince Lee et les gens comme lui soient internés afin qu'on soit certain qu'ils prennent leurs médicaments et qu'ils sont traités. C'est ce dont j'ai besoin pour passer à autre chose, car je ne retrouverai jamais mon fils, peu importe ce que je fais ou est déjà fait. » Il ne faut pas oublier que cette femme avait milité en faveur d'une loi qui maintiendrait en détention les personnes jugées non criminellement responsables. Il n'y aura pas qu'elle d'ailleurs qui sera en colère de ce choix. Le ministre fédéral de la Sécurité publique de cette époque va qualifier cette décision d'insulte envers Tim McLean, la victime de l'égorgeur du Greyhound. Après tout, que ça plaise ou pas, il faut garder à l'esprit que le but ultime de tout ça est bien sûr que Vince Lee puisse un jour être réintégré à la société. Par chance, ce meurtrier n'avait pas que des ennemis. Chris Somerville, directeur général de la Société de schizophrénie du Canada, ira lui rendre visite régulièrement. À cette époque, il croyait sincèrement, et encore aujourd'hui d'ailleurs, que cet homme méritait une seconde chance. Il déclarera même que Lee était un patient exemplaire, humble et plein de remords. D'ailleurs, à ce propos, Vince Lee lui accordera une entrevue pendant plus de 45 minutes. Il se sentait clairement plus à l'aise avec ce dernier qu'avec qui que ce soit d'autre, journaliste ou non. Après tout, M. Somerville est quand même allé le voir au centre de santé mentale en moyenne une fois tous les 2 mois depuis plus de 4 ans. Pour ce PDG, l'histoire de Vince Lee mérite vraiment d'être racontée. Question d'ajouter une touche plus humaine à cette horrible histoire. Il faut savoir que cette entrevue a été réalisée en anglais. Comme ce n'est pas la langue maternelle de Lee, les phrases qu'il utilisera seront courtes et plutôt simples. Voici donc, en résumé, ce que cet homme malade lui a raconté. Parlez-moi de votre parcours.
Je suis âgé de 44 ans et j'ai grandi dans le nord de la Chine, dans la province de Liaoning. Ma mère et mon père sont encore en vie. J'ai un frère plus âgé, un homme d'affaires, et une sœur cadette qui est secrétaire. Ils connaissent l'histoire concernant l'autobus Greyhound, mais pas mon père ni ma mère. Ma femme et moi avons immigré à Winnipeg en juin 2001. J'avais étudié en tant qu'ingénieur en informatique pendant 4 ans en Chine, mais je ne pouvais pas me trouver un emploi au Canada. J'ai travaillé chez McDonald's, Aliments Meatland et au Grand Memorial Baptist Church. Avez-vous une spiritualité? Je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur. J'essaie de suivre Dieu. Quand avez-vous commencé à souffrir de schizophrénie? Je ne savais pas ce que c'était en 2004. Je sais maintenant ce que c'est. J'ai commencé à entendre des voix que les gens normaux n'entendaient pas. J'ai cru entendre la voix de Dieu en me disant d'écrire mon voyage. La voix m'a dit que j'étais le 3e histoire de la Bible, que j'étais comme la seconde venue de Jésus. J'allais sauver les gens d'une attaque extraterrestre. C'est pourquoi j'ai voyagé à travers le pays. Je ne suis pas sûr de tous les endroits où je suis allé. Je sais maintenant que je souffrais de schizophrénie. Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait dans l'autobus? J'ai acheté un couteau chez Canadian Tire. Je l'ai acheté pour toute situation d'urgence pour le voyage, pour me protéger contre les étrangers. J'avais vraiment peur. Je me souviens de lui avoir coupé la tête. J'ai cru qu'il était un étranger. Les voix m'ont dit de le tuer, qu'il me tuerait ou d'autres. Je ne crois plus cela maintenant. J'avais totalement tort. C'était de ma faute. J'ai péché, mais c'était la schizophrénie. Comment vous sentez-vous par rapport à ce qui s'est passé? Je me sens nerveux. Je me sens mal. Je suis gêné. J'avais tort. Comprenez-vous pourquoi les gens ont peur de vous? Oui. Je ne pense pas que je pourrais le refaire à nouveau. Je ne savais pas à ce moment-là que j'étais schizophrène. Maintenant, je sais. Que diriez-vous à la famille de Tim McLean? Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je ferais n'importe quoi pour la famille. Je voudrais demander le pardon, mais je sais que ce serait difficile à accepter. Comment ça se passe au centre de santé mentale de Selkirk? Je sais que je souffre de schizophrénie. L'équipe de traitement me donne une chance de guérir, pour être normal. Je suis heureux de prendre les médicaments. Pensez-vous que vous allez mieux? Oui, je réfléchis normalement. Je ne pense plus à des choses bizarres. Je prends mon médicament, le Lanzapine, tous les jours. Je suis heureux de le prendre. Je n'entends plus de voix bizarres. J'appellerai mon médecin si j'entendais des voix à nouveau. Nous voilà à moitié rassurés. Quelques mois plus tard, ou plutôt au bout de 7 ans d'internement, Lee sera transféré dans un foyer de groupe où, cette fois, il pourra avoir droit à des sorties non supervisées en ville. Fini les sorties en solo de seulement 30 minutes par jour. Les restrictions qu'il avait alors concernant ces sorties vont également s'adoucir. Cet assouplissement sera dû au fait que Lee n'avait pas eu d'hallucinations au cours de la dernière année qui venait de passer, grâce entre autres au fait qu'il comprenait maintenant l'importance de bien prendre sa médication. D'ailleurs, plusieurs autres médecins en arriveront aussi à ces mêmes conclusions. Selon eux, l'état de santé de cet homme s'était profondément amélioré depuis le jour fatidique. Pour eux, les possibilités qu'il recourt à la violence étaient minces. Malgré tout le cheminement que cet homme malade a fait depuis qu'il a été mis en état d'arrestation, des manifestations auront tout de même lieu pour que justement cet homme n'ait pas droit à ce foyer de groupe qu'il demandait, mais en vain. Ces manifestations avaient été organisées par une femme qui avait travaillé avec la victime, Tim McLean. Elle demandait justice en son nom. Finalement, son déplacement en foyer de groupe lui sera accordé. Bien évidemment, les permissions de sortie sans supervision que Lee aura ne signifiaient pas pour autant qu'il était libre et cela n'empêchait pas non plus qu'il subisse les préjugés et les injures de la population. À la suite de ce transfert, Lee sera dorénavant obligé de se présenter à des rendez-vous réguliers qui seront fixés par son équipe de traitement, mais aussi il devra se soumettre à leurs directives concernant sa prise de médicaments, mais pas que.
il ne devra pas non plus consommer d'alcool ni de drogue et devra se soumettre à des tests aléatoires de sang et d'urine et n'aura pas le droit de se trouver en possession d'armes à feu. Étonnamment, aucune mention sur une quelconque interdiction de posséder un couteau ou bien une paire de ciseaux. La date, l'heure et l'emplacement de ce transfert ne seront bien sûr pas divulgués publiquement. Trop dangereux. Si un avis public à ce sujet était fait, comme c'est déjà le cas pour les libérations de délinquants sexuels, cela susciterait sans doute la panique et le risque que des gens s'en prennent à lui. On ne veut pas ça. Dans le cas de Vince Lee, vu son crime atroce, il sera aussi décidé qu'il devra changer de nom. Ce sera ainsi mieux pour sa sécurité. Son nouveau nom sera bien sûr tenu sous silence, mais pour on ne sait quelle raison, l'info fuitera quelques mois plus tard et ce nouveau nom sera connu de tous malheureusement. Vince Lee s'appelait désormais Will Baker. Il faut savoir que ce Will Baker avait dernièrement exprimé des remords et avait aussi dit regretter avoir commis ce meurtre. Aussi, depuis son internement, son anglais s'est beaucoup amélioré, alors il espère maintenant pouvoir poursuivre ses études dans la collectivité. Études de quoi? L'histoire ne le dit pas. L'année suivante, l'avocat de Vince Lee, alias Will Baker, demandera à la commission des examens à ce que son client obtienne maintenant une absolution inconditionnelle. Il s'agit en fait d'une peine déjà prévue au Code criminel et qui est la moins sévère de toutes. Cette mesure intervient lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction criminelle, soit parce qu'elle a choisi de plaider coupable ou parce qu'elle a été déclarée coupable par le tribunal au terme d'un procès. En résumé, il s'agit carrément d'acquitter une personne ayant déjà été condamnée. La personne qui reçoit cette absolution n'aurait alors plus de casier judiciaire. Si l'absolution est inconditionnelle, aucune sanction n'est ordonnée malgré la culpabilité du prévenu. La justice n'impose donc aucune condition à l'accusé. La personne absoute inconditionnellement n'a non plus aucune condition à respecter. Pas d'amende à payer, pas de travaux communautaires à faire, pas de peine d'emprisonnement à purger. De manière générale, si la gravité des faits est faible ou que l'accusé ne possède pas d'antécédents judiciaires, les chances que lui soit accordée cette absolution inconditionnelle sont plus grandes. Mais revenons à nos moutons. Donc, lors de cette réunion, la Couronne demandera tout d'abord un ajournement en mentionnant être surprise par cette demande et finira par la refuser, pour l'instant. Si cette demande avait été acceptée, elle aurait fait en sorte que Lee ne serait dorénavant plus soumis à aucune des conditions nommées précédemment. Pourtant, selon de nombreux experts, les individus non criminellement responsables ont peu de chances de récidiver. Le psychiatre de Lee avait alors de nouveau mentionné que son patient ne présentait toujours pas de risque de rechute et qu'il était assez confiant qu'il chercherait de l'aide si jamais des symptômes de sa schizophrénie réapparaissaient. Concernant ce point en particulier, il sera décidé que Lee devra continuer de voir son thérapeute afin que ce dernier puisse repérer tout signe préalable de rechute. Maudite bonne idée. Après tout, ça ne faisait que 3 mois que cet homme était arrivé dans son foyer de groupe. Libération inconditionnelle. Avant qu'une décision ne soit officiellement prise à ce sujet, il sera décidé que Lee pourrait recevoir cette libération inconditionnelle, mais seulement à la suite d'une évaluation qui serait faite par une nouvelle équipe médicale. Une fois cette longue évaluation terminée, la commission pourra enfin prendre une décision plus éclairée à ce propos. Donc, après avoir bénéficié, en 2016, d'une libération conditionnelle, cet homme qui a décapité son voisin d'autobus près de Portage-la-Prairie en 2008 sera enfin libre. Sa libération inconditionnelle venait cette fois d'être acceptée par les commissaires. Dans une autre brève déclaration que fera la maman de Timothy à ce propos, elle affirmera ne pas croire une seule seconde que ce Will Baker ne constituait plus une menace pour la société. Elle dira, et je la cite, « Il sera un risque pour la sécurité du public pour le reste de sa vie. Qu'arriverait-il s'il arrêtait de prendre ses médicaments encore une fois? Bien sûr, on se le demande nous aussi. »
Pour ce qui est du papa de Timothy, qui était déjà divorcé au moment du drame, il dira vivre à peu près les mêmes sentiments que son ex-conjointe. Quelque temps après la tragédie qui a touché sa famille, il s'est fait tatouer le visage de son fils sur le cœur. Il dira qu'il essayait tout de même de tourner la page, mais que c'était très difficile. Ce drame horrible fera tout de même prendre conscience à monsieur et madame tout-le-monde des dangers qui nous pendent au bout du nez à chaque seconde que l'on vit. Mais pas qu'à eux. Effectivement, car à la suite de ce carnage qui est arrivé dans un bus de la compagnie Greyhound, les responsables ont dû retirer une vieille campagne de publicité dont des feuillets traînaient encore à plusieurs endroits et qui vantait le caractère paisible et sans crainte de justement voyager en autobus avec ce moyen de transport en particulier. Tout à coup, ce n'était plus du tout la meilleure façon de voyager et de voir du pays. Le slogan de cette publicité était alors « Il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de rage en autobus ». La porte-parole de Greyhound avait alors indiqué que la compagnie jugeait que cette campagne, lancée l'année d'avant, risquait maintenant de choquer et n'était plus appropriée. En effet, non seulement ces publicités n'étaient plus du tout convenables, mais elles pouvaient maintenant être jugées offensantes. Les responsables commençaient aussi à se demander s'ils ne devraient pas installer des détecteurs de métal avant d'entrer à bord de ces autocars, mais aussi que tous les bagages à main soient maintenant interdits à l'intérieur. En fait, les bus Greyhound se trouvant aux États-Unis passaient déjà au détecteur de métal les bagages à main des passagers de certains terminaux, mais ne le faisaient nulle part au Canada. Pour ce qui est de la compagnie Orléans Express, par exemple, elle jugera plutôt que cette mesure serait impossible à appliquer au Québec. Selon eux, le point de chute en région est souvent le restaurant local ou bien la station-service du coin. Donc, il serait difficile d'y mettre des barrières de sécurité, comme dans les aéroports. Ces endroits ne sont pas structurés pour ça. Il est important de savoir qu'au cours des 8 dernières années, il y a quand même eu 6 incidents violents survenus dans des autobus de la compagnie Greyhound. Enfin, Greyhound décidera finalement d'embaucher une firme de sécurité indépendante afin de passer au détecteur de métal et à une fouille par palpation tous les passagers entrant dans leur véhicule. Excellente initiative de leur part. Greyhound va ensuite mettre en ligne une liste d'objets dorénavant proscrits à l'intérieur de leurs autocars. Ce sera en tout 74 objets qui ne pourront plus être amenés à bord. Parmi cette liste, il y aura entre autres les lames de rasoir, les ciseaux, les couteaux et les aérosols. Dommages collatéraux. Ce drame n'a pas non plus touché que les membres de la famille de la victime. Chris Alguire, le conducteur du camion qui s'était arrêté pour venir en aide aux passagers, souffre depuis cet événement du syndrome de stress post-traumatique qui se manifeste chez lui par de l'alcoolisme et des épisodes de rage. Rappelez-vous, au moment du drame, il avait barricadé la porte de l'autobus pour empêcher Vince Lee d'en sortir et donc l'avait vu live décapiter sa victime. Ce n'est pas rien. Il déclarera ne pas comprendre comment ce meurtrier a pu recouvrer sa liberté et, par le fait même, la possibilité de répéter ses actes. Encore une fois, il n'y a pas que lui qui souffrait en silence. Une des passagères de ce voyage est maintenant elle aussi atteinte du syndrome de stress post-traumatique depuis ce drame. Elle est devenue maman quelques années plus tard, mais en raison de ses problèmes de santé mentale, elle a perdu la garde de son enfant. Elle va raconter qu'elle était maintenant sujette à de nombreux cauchemars et avoir de la difficulté à utiliser le transport en commun et à faire confiance aux autres. La pauvre. Contrairement au chauffeur de camion dont je viens de vous parler, elle dira avoir une certaine sympathie pour Vince Lee. Pour cette ex-passagère, cet homme, dont la maladie mentale n'a pas été diagnostiquée assez tôt, n'est pas un monstre à ses yeux. Elle dira entre autres, et je la cite, « D'une certaine manière, oui, je lui ai pardonné. J'ai réussi à normaliser le fait qu'il s'agit d'une personne atteinte de maladie mentale. Donc pour elle, Vince Lee n'est pas un monstre, mais juste quelqu'un qui a malheureusement souffert d'une maladie mentale non diagnostiquée. » Conclusion.
Je n'ai pas trouvé de données récentes, mais je peux vous confirmer qu'entre les années 2005 et 2015, selon Statistique Canada, les adultes reconnus non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux représentaient moins de 10 affaires pénales sur 10 000. Le directeur général de la Société canadienne de la schizophrénie affirmera que Vince Li était maintenant un citoyen modèle et qu'il regrettait chaque jour le geste qu'il avait fait ce jour-là dans l'autocar. Il dira également que Li ne se le pardonnera jamais. Selon lui, et j'ose espérer qu'il avait effectué ses recherches, il mentionnera que les risques de récidive étaient de 7 % pour les personnes comme Vince Li, alors qu'ils étaient de 47 % pour ceux qui étaient libérés du pénitencier Stony Mountain à Winnipeg, par exemple. Ce serait pour lui la preuve qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Aujourd'hui, Vince Li, alias Will Baker, vit seul dans un appartement de Winnipeg. Selon son psychiatre, il voudrait y rester encore 2 ou 3 ans pour ensuite aller visiter son pays d'origine. Li est aussi sur la liste d'attente d'un programme de formation post-secondaire et espère entamer une carrière par la suite. Ce patient modèle, accusé d'avoir décapité son jeune voisin dans un autocar Greyhound, puis d'avoir mangé une partie de sa dépouille, a donc maintenant droit à une deuxième chance. Tout le contraire de la conjointe de Timothy, qui a dû accoucher de leur fils seul 5 mois après la mort de ce dernier. Bien évidemment, même après 10 ans, le souvenir du père de son enfant est toujours aussi présent. Pour ce qui est de la maman de Tim, donc la mamie de cet enfant, elle dira plutôt que ce petit garçon lui donnait maintenant une raison d'aller de l'avant. Tant mieux. Dernière chose avant de terminer cette horrible histoire. Quelque temps après le drame, le gouvernement manitobain a créé une bourse d'études à la mémoire de Tim McLean. Cette bourse sera principalement offerte aux étudiants autochtones et métis qui s'inscriront dans un programme d'apprentissage. Également, dans le but d'honorer la mémoire de Tim, nichée à l'ombre d'un arbre, une croix blanche portant son nom a été placée le long de la route à Portage-la-Prairie. Sous son nom, gravé dans la peinture blanche écaillée, se trouve un message sincère de son père. « Je pense toujours à toi, mon fils. » Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais, avant de terminer, remercier sincèrement François Coulombe-Roson pour son excellent travail de comédien. J'espère que vous avez apprécié son talent et surtout sa voix chaleureuse. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon épisode. N'hésitez pas non plus à aller liker, parler de mon podcast, commenter ou tout simplement m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié mon travail. C'est aussi simple que ça. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. En plus, ce serait grandement apprécié. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que j'éviterais dorénavant de prendre le bus. On ne sait jamais. OK, bye!